Et bonjour à tous, une fois de plus, on se retrouve sur Hack the Box pour tenter de résoudre ensemble la machine Underpass. Alors, tenter de résoudre. J'ai déjà résolu, donc je vais vous montrer comment je l'ai faite pour que vous compreniez un petit peu la méthodologie et voir les différentes étapes qui étaient présentes pour, je l'espère, en apprendre un peu plus sur les différentes techniques utilisées. Donc, c'est une machine qui est considérée comme étant facile, c'est une Linux. Voilà, donc considérée principalement facile, elle est pas super bien notée, mais pas non plus une catastrophe. Et voilà à peu près. Donc, comme à chaque fois, j'ai reset la box juste avant de lancer pour qu'elle soit clean dès le début, pour pas qu'il y ait de résidus, parce que là je suis en version gratuite, donc j'ai pas une instance à proprement parler pour moi-même par rapport à cette machine. Donc peut y avoir plein de personnes qui l'attaquent en même temps, et du coup ça peut un peu compromettre, notamment on peut se faire spoiler si jamais il y a des gens qui mettent des scripts d'exécution, des trucs comme ça dans par exemple le slash tmp, et qu'on va voir dedans. Ça peut poser problème. Les gens peuvent avoir cassé la machine aussi, avoir changé les mots de passe, tout ça. Donc toujours bien à chaque fois de le reset pour éviter ce genre de petits soucis. Donc on a son adresse IP, comme à chaque fois on va l'ajouter dans etc host, moi je l'ai déjà fait, underpass.htb, comme à chaque fois, avec son adresse IP qui est en .11.48. On peut retenter un ping pour voir si elle répond bien, c'est le cas, donc on va pouvoir lancer. Comme à chaque fois, on lance un petit nmap. Nmap, donc ici on va scanner tous les ports, donc avec le tiret pi tiret. Alors je vais lancer parce que ça prend un peu de temps. Donc Nmap pour scanner tous les ports qui sont ouverts, SV pour la version des différents services, SC pour lancer les scripts par rapport aux ports qui seront ouverts, qui ont été trouvés, -p tiret pour scanner l'ensemble des ports de la machine, underpass.htb c'est la cible, et derrière on met minrate 5000 pour envoyer au minimum 5000 paquets par seconde pour que ce soit beaucoup plus rapide. Et ici qu'est-ce qu'on voit? On voit que comme très souvent on n'a que deux ports d'ouvert, le SSH ainsi que le port 80. Le SSH, comme vous savez, j'aime bien faire. On va tenter de se connecter. Non, juste comme ça, pour voir si on nous demande une adresse IP ou quelque chose. Bon, là apparemment, pardon, qu'est-ce que je raconte? Il nous demande une clé privée ou ce genre de choses. Ici, on me demande un mot de passe. Je ne suis pas bloqué avec les clés privées. Donc, peut-être que j'aurais besoin d'une clé privée quelque part, ou peut-être que juste il n'y en a pas besoin. Ça, on sait pas trop. Dans le cas où ici on n'aurait pas la possibilité de spécifier un mot de passe, ce serait obligatoirement via une clé, et du coup, eh ben, on aurait dû trouver une clé quelque part pour s'y connecter. Et on a également un port 80 ouvert, donc un Apache 2.4.52. On peut regarder cette version est vulnérable, mais c'est pas le cas. On peut regarder à quoi ça correspond. On va ouvrir Firefox et on va se rendre sur http underpass.htb. Donc c'est la page par défaut d'Apache. Si on regarde un petit peu le code source, bon, il n'y a rien qui est caché. C'est du HTML classique. On ne peut pas aller plus à droite, il n'y a pas de lien spécifique ou de truc caché. C'est vraiment la chose de base. Voir, Apache, c'est bien la version 2.4.52, c'est du PHP, derrière une Ubuntu qui tourne. C'est bien du Linux. Mais voilà. Bon, on peut tenter déjà à la main de regarder s'il n'y a pas des petits robots.txt. Voilà. Robots.txt, non. Voir s'il n'y a pas par exemple un sitemap.xml, sitemap, pardon. Hop, c'est pas le cas, ok. Donc on va tenter, comme à chaque fois, de lancer notre petit wfuse pour voir est-ce que on pourrait pas trouver des sous-domaines à underpass, en tout cas au niveau. Donc là j'ai pris une word list de sous-domaines, mais fuser le virtual host pour voir si, ok, sur ce site-là, est-ce qu'il n'y a pas un autre site avec du coup une sorte de sous-domaine qui serait utilisé via un virtual host pour tenter d'accéder à un autre site qui serait caché, donc par exemple un dev.underpass.htb, je sais pas moi, un site.underpass.htb ou que sais-je. Donc on va lancer ça, hop, on a plein de faux positifs, du coup on va filtrer par rapport à ce qu'on veut pas, et nous on veut pas tout ce qui est égal à 10 671 caractères, parce que c'est des faux positifs, ils retournent tous 200, c'est pas ce qu'on veut, alors c'est HH, hop, et ensuite, du coup on va attendre. À côté de ça, alors je pense que je vais pas le laisser longtemps, je vous montre juste que c'est possible de faire ça, et je vais l'arrêter tout de suite parce qu'on va rien trouver. Ça sert à rien de rester plus longtemps là-dessus. On peut tenter de lancer juste du fusing classique. Donc voir si derrière il n'y a pas des fichiers ou des choses qui seraient présentes. Donc là, on va mettre. Donc c'est toujours du discovery.
web content. Et ici, on va mettre du directory list. On va mettre du medium. Je crois que je l'oublie tout le temps, c'est 2.3, enfin 2.3 medium. Hop, on va tenter comme ça. Donc là, encore une fois, on a des 404. Donc on va refiltrer par 275. Et ici, voilà, on va pouvoir faire du fusing pour voir s'il y a des choses qui ressortent. Mais là, si jamais il n'y a rien qui ressort comme ça via la wordlist, ça risque d'être compliqué parce que bah là, en gros, on a déjà fait le tour. Et on n'avait que le SSH, on n'a pas d'utilisateur, on n'a rien. On pourrait tenter de se connecter avec un root ou ce genre de choses, par exemple avec SSH. Mais là, ça passera pas. Et ici, bah, on a fait le tour déjà du serveur Apache. Et il n'y avait que 2 ports ouverts. Du coup, bah, là, on est déjà bloqué. Ça peut être problématique. Ce qu'on n'a pas l'habitude de faire en CTF, alors pas tout le temps, c'est que ici, quand on a fait notre nmap, donc si je remonte, tac, c'était ici, on l'a fait avec les options suivantes, mais on n'a pas précisé le type, en gros, de protocole sur lequel on allait taper, et par défaut, du coup, c'est du TCP. Mais il existe aussi l'UDP, et ici, on n'a pas scanné l'UDP. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent remonter. Alors ici, moi, je l'avais laissé tourner un petit moment, il n'y avait rien qui était remonté non plus. On va l'arrêter. Donc on va relancer notre nmap, sauf que cette fois-ci, on va plus spécifier tout ça. On va faire uniquement un "-su pour spécifier scanne-moi maintenant l'UDP, et on va rester comme ça. Alors, ici, on peut rajouter aussi d'autres options, enfin, notamment une option qui est vraiment pertinente, parce que sinon, ça va prendre une éternité. C'est de mettre top port avec un S et derrière un nombre. Par exemple, là on va mettre 20, ce qui fait qu'on va scanner les 20 ports les plus utilisés par rapport à UDP. Alors ça c'est Nmap qui les propose. J'imagine que si on va sur Nmap top port, sur la documentation, on doit pouvoir voir. Alors non, peut-être que précisément quelque part ils expliquent. Mais en gros là ils montrent même au niveau des pourcentages que par exemple si on veut avoir une efficacité de 99%, il n'y a pas besoin de scanner absolument tous les ports, on peut optimiser en scannant uniquement les 99, enfin les 3328 ports les plus utilisés, avec le top port, et on a une efficacité de 99%. Avec UDP, à chaque fois c'est un peu plus haut, mais par exemple si on fait le top 100, on a à peu près genre entre pas loin de 40%, et ainsi de suite on monte. Nous, c'est une machine HTB, bon, si on fait tous les ports, ça va juste prendre, je sais pas combien, 10 heures genre. Du coup, on va faire le top port 20, et ça devrait suffire. Donc dedans, ils vont regarder, je sais pas moi, s'il n'y a pas du DNS, s'il n'y a pas, je sais pas moi, l'SNMP, s'il n'y a pas des versions de choses qui tournent dessus. Il faudrait vraiment regarder dans le code source, là, dans la documentation, c'est pas indiqué. Il faudrait directement aller vraiment regarder dans le code source de Nmap au niveau du fichier pour voir où est-ce que ça a été configuré. Voilà. Donc là, le top 20, ici, ils le mettent top 20 pour, du TCP, c'est par 80, 23, 443, ainsi de suite. Pour l'UDP, voilà. Ils vont tester IPP, le SNMP, au niveau du NetBIOS, NTP, voilà, quelques trucs. Donc nous, on va rester sur le top 20, et si on trouve rien, bah, on élargira, mais pour l'instant, on peut laisser là-dessus. On lance, et ici, apparemment, il l'a trouvé de manière quand même très très rapide. Ok, tant mieux. Donc ici on peut voir que l'UDP c'est pas un mode connecté, contrairement en tout cas au TCP, donc on a des faux positifs et on sait jamais trop si c'est ouvert ou filtré ou fermé. Donc ici quand c'est open ou filtré, la plupart du temps ça va être filtré, quand c'est fermé, bah c'est fermé. Et ici dedans, en tout cas dans le top 20, on n'en a qu'un seul qui est vraiment sûr d'être ouvert, c'est celui-ci, le 161 qui est du SNMP. Ok, donc on l'a scanné extrêmement vite, on pourrait essayer par exemple avec le top 50, parce que peut-être que le top 20 on l'a pas eu assez. Là, le top 50, une nouvelle fois, UDP, c'est le seul qui est ouvert, les autres sont fermés, donc on voit que les autres ont disparu. Donc ça veut dire que c'était bien des défauts positifs. Ça, c'était rapide. Je voulais vous présenter aussi, donc ça c'était une manière de faire, mais manuellement, il faut le faire avec Nmap. On pourrait rajouter le "-sv aussi, pour afficher les versions par exemple. Là, normalement, ça prendra un peu plus de temps, parce qu'il doit chaque fois revérifier les versions de chaque truc. Là, vous voyez que c'est déjà beaucoup plus long. Mais comme on sait que maintenant, uniquement le 161 est ouvert, on peut modifier ça et préciser uniquement
je veux que tu sois en UDP la version uniquement pour le port 161. Et là, normalement, voilà, c'est beaucoup plus rapide. Donc, apparemment, il y a du SNMP V1, donc c'est un serveur SNMP V1 et du V3. On pourrait lancer le "-sc", peut-être qu'il y a des choses liées à ça. Et effectivement, il nous remonte des choses. Voilà, il a réussi à récupérer quelques informations. Donc vous voyez, c'est un petit peu fastidieux parce qu'il faut tout changer manuellement. Et c'est pour ça que je vais vous présenter un outil que j'ai récupéré. Alors c'est pas moi qui l'avais fait au début. J'ai récupéré de BWasp, ou BLWasp, je sais jamais comment on dit. Voilà, donc c'était quelqu'un qui avait fait un script, on va dire Nmap, un petit peu optimisé pour que ça aille beaucoup plus vite en CTF. Et en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Eh ben, il scannait uniquement que certains ports pour savoir lesquels étaient ouverts, et après il faisait un truc un peu plus approfondi sur chacun des ports qui étaient ouverts. Moi du coup j'ai repris son script mais je l'ai encore plus optimisé, ce qui fait que maintenant on va scanner le top port 3500 au niveau de Nmap. Pourquoi le 3500 je l'ai remis ici? Hop, parce que là on voit bien, si on est en 3500, on avait vu qu'on était à 99% d'efficacité là-dessus. On va chercher l'optimisation. Minrate 5000, donc c'est ça que je l'ai aussi augmenté parce que pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc là, ça va faire au début un TCP classique. Et par rapport en fait au tout premier scan qu'on a fait, on le stocke dans un fichier. Et derrière, on va relire chaque ligne de ce fichier pour scanner tous les ports qui ont été identifiés, cette fois-ci avec des choses un peu plus poussées. Et ensuite, on refait la même pour de l'UDP. Et vous allez voir que c'est assez rapide. Alors du coup, vous pouvez aller voir sur mon GitHub, c'est Optimize Nmap sur Croze. Moi, je l'ai directement mis ici dans nmap.sh, je l'ai renommé, mais c'est la même chose. Comment il fonctionne? Juste, on l'appelle nmap.sh et derrière, on met l'hôte. Et en théorie, il va lancer le scan. Là, il voit qu'en TCP, il avait que deux ports ouverts, le 22 et le 80. Et derrière, normalement, il va nous sortir le résultat. Et ensuite, il va faire pour l'UDP. Donc, on voit que là, il l'a fait en 7,5 secondes. Et que derrière, l'UDP, on va voir en combien de temps il le fait. Et là, il en a trouvé beaucoup, mais parce que c'est des faux positifs. UDP, c'est assez compliqué à chaque fois de trouver lesquels sont ouverts, lesquels sont pas ouverts. Mais si on reprend le Nmap de base, si on remonte un petit peu, tac tac tac, le Nmap de base, il l'avait fait, vous voyez, avec toutes les options là, il l'avait fait en 21 secondes. Là, on l'a fait qu'en 8 secondes, donc on a énormément gagné de temps. Et pour celui-ci, top 20, alors là, on a fait que le top 20. C'était extrêmement rapide, mais je crois que parce qu'il l'avait déjà en cache. Normalement, c'est pas censé être aussi rapide. Mais ici, on peut voir que ça tourne encore. Donc en fait, UDP, c'est jamais une valeur sûre. On va voir c'est à combien de pourcents. Là, ils mettent 12 minutes parce qu'il y en a vraiment trouvé énormément qui étaient ouverts. On va arrêter là. Donc en vrai, c'est peut-être. Faut voir. Peut-être que là, et maintenant, il en détectera moins par rapport à ça. Voilà, là, il l'a fait en 10 secondes à peu près. Et derrière, est-ce qu'il va détecter moins de ports UDP ou est-ce qu'il va toujours en trouver autant? Et c'est par rapport à ça, ça va dépendre. Est-ce que on a vraiment optimisé le truc ou pas? Après, rien ne vous empêche, vous, directement, dedans. De là, quand on fait euh, ici UDP port, est-ce que je fais un top mince? Est-ce que je fais un top port? Non, là je fais tout detect, alors j'ai mis un E en trop. Euh, version intensity 0. Ok. C'est déjà quelque chose qui propose par rapport à Nmap pour l'optimisation. Si on regarde un petit peu à quoi ça correspond, on peut voir que version intensity 0, détection scan, donc ça fait aussi un "-sv, mais pour l'UDP. Voilà, donc c'est pour essayer d'optimiser un petit peu. Bon, vous pouvez également. Ok, là, effectivement, on voit qu'en UDP, il l'a trouvé que le 561, donc derrière, il a mis très peu de temps. Voilà. Quand UDP bug pas, et qu'on découvre pas de port superflu, et ben, on arrive à un scan total, donc en gros de presque toutes. C'est pas 100% des ports, parce qu'on a vu qu'on fait un top 3500 sur le TCP. Mais en tout cas, on fait une première passe en quelque chose comme ouais, une quinzaine de secondes grand maximum pour lancer le script pour dégrossir un petit peu le travail. Ici, on avait vu qu'il y a le port 161. Donc dedans, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est une Linux, effectivement, nom d'hôte Underpass. On a la version du kernel.
Et derrière, on a service info, underpass.htb, is the only Daloradius. C'est parce que c'est serveur in de bassin. Ok. Donc maintenant, on sait qu'il y a du SNMP. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on va pouvoir énumérer tout ce qui est présent sur SNMP. SNMP, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole, donc UDP qui tourne sur le port 161, qui sert en gros pour faire de la supervision. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir sur la machine différents éléments, quel est son nom, quels sont les utilisateurs présents, quels sont son adresse IP. On peut avoir aussi la charge, par exemple, CPU à un instant donné. On peut récupérer un petit peu tout et n'importe quoi au niveau des informations. Et ça se fait via une énorme base de données qu'on appelle la MIB, avec des OID. En gros, si on regarde, un OID, qu'est-ce que c'est? C'est un identifiant, un petit peu comme ça. Et la MIB, c'est l'ensemble de tous ces OID. Ce qui veut dire que, en fait, une fois qu'on a SNMP installé sur une machine avec sa MIB, on va pouvoir récupérer toutes ces informations-là par rapport justement à la machine en question. Donc je sais pas moi, voilà. Donc, par exemple, si sur la machine on a SNMP d'installer et qu'on tape sur cette OID là, eh ben ça va nous donner l'information. Vous voyez que en fonction des des différentes architectures, des différents outils, c'est pas, enfin aux différentes machines serveurs, c'est pas les mêmes numéros à chaque fois, c'est pas les mêmes noms. Mais en gros, par exemple, si on tape dessus, eh ben ça va nous remonter le nombre total de messages qui ont été envoyés à SNMP. Il y en a plein qui existent. Et pour ce faire, on va utiliser un outil qui s'appelle SNMP Walk, comme vous voyez ici. On va se mettre en version 1. On va lui mettre en public avec 10 threads sur underpass.htb. Et là, du coup, par défaut, on va taper dans le SNMP qui tourne sur le port 161. Alors pourquoi ici on met "-c"? "-c", c'est la community. SNMP fonctionne avec des communautés, donc c'est des sortes de groupes en fait qu'on va utiliser pour spécifier, ok, est-ce que la communauté a les droits d'écriture dessus, est-ce qu'elle a uniquement le droit de lecture, et par rapport à ça, on va avoir des droits spécifiques. V1 pour SNMP version 1, on voit qu'il y a la V3 qui tourne également, 10 threads, et on tape sur underpass.htb. On lance, et là vous voyez, il y a les fameux OID qui reviennent, qui correspondent justement à des informations. Donc là, par exemple, l'OID 1.3.6.1.2.1.1.1.0, ça correspond en fait à une chaîne de caractères qui est le nom d'hôte, par exemple, de la machine. Donc là, ça a l'air d'être plutôt la version de la machine. Mais voilà, par exemple, là, on a une autre chaîne qui correspond, donc c'est une autre chaîne de caractères, donc on a un Steve @underpass.htb. Ok, ça peut être intéressant, donc on va garder, on va mettre nanopass.txt. Alors c'est pas vraiment un mot de passe, mais en tout cas c'est une information qui est pertinente. Alors, ce que je vais faire, c'est que maintenant, hop, je sais pas si vous avez vu ici, tac, j'ai installé directement, j'ai installé Sublime Text sur mon conteneur Docker sur Exegol. Comme ça, derrière, on va pouvoir rentrer des choses plus facilement. Là, on va mettre pass.txt. Hop, voilà. Là, on va pouvoir stocker, copier-coller. C'est beaucoup plus simple que le faire via le terminal à un nano ou un vi ou quoi. Donc on a ça, on a en information underpass. Alors underpass du coup c'était pour U, D et P. Voilà, c'était un petit jeu de mots, underpass pour UDP. Is only Daloradius. Bon, dedans on a nom radius. Ok. Daloradius, on ne sait pas ce que c'est, donc on garde de côté. On sait pas trop ce que c'est. Nevada, USA, ok, donc il est dans le Nevada. On a d'autres informations. SNMP version. Là, on a une chaîne de caractères encodée en hexa, mais on s'en fout un petit peu. On pourrait regarder à quoi ça correspond, mais ça correspond à rien. Et c'est à peu près tout. On arrive à la fin de la MIB et on n'a plus d'autres informations. Ok. De toute façon, on n'a que ça. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est aller se balader un petit peu. Daloradius, qu'est-ce que c'est? Donc, apparemment, c'est une plateforme web Radius. Ok. Ils ont un GitHub. Donc, c'est basé sur FreeRadius pour justement de l'authentification. On peut l'installer comme ça. Il y a un wiki pour pouvoir l'installer. En tout cas, on a une version web. On a une version web et ici, on voit que ici, on n'a rien. Est-ce qu'on peut accéder à cette version web? Donc, il faudrait regarder où est-ce que c'est installé par défaut. Installing, testing de l'infrastructure. Apparemment, c'est soit port 8000 ou port 80.
Le souci, c'est que nous, avec Nmap, on n'a rien d'autre que le port 80, donc ça peut pas être sur le 8000. Ici, to login radius, on a des default credentials. Mais ça, on peut garder, ça peut être intéressant. Hop, on garde ça de côté. Navigate, config operator, ok, crédit. Bon, là, on n'a pas plus d'infos. Là, on a des users et un mot de passe pour la base de données par défaut. On peut garder ça aussi. DB user, DB pass. Hop. Tout ce qui est user, DB par défaut, tout ça, on garde parce qu'on ne sait jamais, ça peut nous servir. Port 8000 ou port 80, mais port 8000, on peut quand même tester, hein, même si Nmap n'était pas ouvert, mais normalement, effectivement, on ne peut pas se connecter parce que ça n'existe pas. Et là, on voit quoi? Donc Apache / Dalo Radius, quelque chose comme ça, opérateur user. Bon, ok. Bon, on peut être tenté bêtement d'aller sur Dalo Radius. Et là, on a un forbidden. Ok. Si on met un truc qui n'existe pas, on a un not found. On n'a pas un forbidden. Donc forbidden, ça veut dire que ça existe, mais qu'on n'a pas le droit d'y accéder. Ça veut dire qu'on est peut-être à la racine. On regarde. Si on retourne sur le GitHub, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans les différents fichiers, on a par exemple app, on a, je dis n'importe quoi, on a changelog. Le changelog, normalement, il est à la racine. Donc si on tente d'accéder au changelog ici, peut-être qu'on y a accès. Évidemment, HTTP, à chaque fois, je me fais avoir. Changelog, effectivement, on y a accès. Ça veut dire que ici, ça a l'air de correspondre à ce qu'on voit ici. Donc on a d'autres informations sur lesquelles on peut aller taper. Donc là, on a le changelog, ok. Ce qu'on pourrait faire, c'est du coup lancer un wfuse dessus en remplaçant cette fois-ci, enfin en rajoutant, pardon, le fameux Dalo Radius. Est-ce que c'est bien ça? C'est Dalo Radius, ouais. Du fusing derrière. Alors peut-être va falloir changer le numéro, je vais l'enlever en attendant. C'est toujours 275. On va le remettre. 275. Et peut-être que là, il va nous trouver d'autres informations. Ah, là on a le library qui est présente, le doc. Si on retourne sur nos fichiers, on a bien. On n'a pas library, mais on a bien doc. Peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont apparaître. On a app contrib. Ici, on a bien app contrib, donc on a l'air de correspondre ici. Ok. Si on cherche la page de login de Dalo Radius, donc application, on dirait peut-être. Dedans, on a quoi? On a common, statique, bon, on s'en fout un peu. On a users. Users, ça peut être intéressant. Et dans users, on a un login.php. On peut tenter d'y accéder. Donc là, on a ça. On était dans, du coup, app, users, login.php. Donc, app, users. Est-ce qu'on peut y accéder? Ok, juste users et nous redirige vers le login.php. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un utilisateur, on a Steve, et on a des credentials par défaut. Donc on peut essayer juste Steve, par exemple, Steve, ou des trucs comme ça. Steve, login, ça passe pas. Steve Radius, peut-être. Ça passe pas. On peut essayer administrator, ça passe pas. Administrator, hop, Radius. Pas que je me plante. R-A-D-U-S. Hop, ça passe pas non plus. Ok. Ici, ça n'a pas l'air de passer, donc soit peut-être qu'il y a une vulnérabilité, on pourrait regarder aussi. Dalo Radius, on est en version 1. quelque chose, mais on ne sait pas trop. Si on arrive là-dessus, on regarde. C'est pas indiqué. Si on regarde dans le code source, est-ce qu'on a une version vert avec version? Non. Dalo Radius, small, il n'y avait pas. Ok. Si on retourne ici, sur le changelog, on est en version 1.1 jusqu'à 3, donc peut-être 1.3, quelque chose comme ça, 1.13. Et il parle de 1.3. On peut chercher déjà, par exemple, s'il y a des exploits liés à ça, ou des injections SQL ou des trucs dans ce genre. Web Management RCE. Donc apparemment, on peut obtenir une RCE par rapport à ça. Si on regarde un petit peu à quoi ça correspond, Identifier CVE listing, Dalo Radius. Apparemment, c'est dans le config mail. On va pouvoir injecter des choses dans la configuration du mail, mais on ne sait pas si on doit être déjà connecté ou pas. On peut essayer de taper sur configmail.php.
par défaut. Alors on ne sait pas trop où on doit se mettre. Si on regarde dans le code source, un fichier qui aurait config mail.quelque chose, et si on cherche mail, on a mail.php, mail testing, on a pas mal de choses, mais vous allez voir qu'il n'y a rien qui correspond en fait au config mail qu'on a ici. En tout cas, de cette façon, c'est pas possible de faire. Ok. On va continuer. Donc, en regardant les fichiers, donc là, on était dans quoi? On était dans users, c'est pas passé. Là, on regarde quoi? Operator. Operator, il a l'air d'avoir à peu près les mêmes fichiers. On a même un peu plus. Ah, là, on a config, config db, config main. Il n'y a pas de config mail, malheureusement. Donc, peut-être que c'est sur une version antérieure. Mais ici, on peut voir qu'on a également un login. Donc, pourquoi est-ce que dans users, on a un login? Et pourquoi est-ce que dans operators, on a un autre login? Peut-être qu'en fait, ce qui s'appelle user, c'est simplement les utilisateurs lambda du Radius. Et peut-être que operators, c'est justement ceux qui opèrent le serveur et du coup les administrateurs. Du coup, on peut tenter ici, au lieu d'aller dans users, si on va dans operators, on y accède également. Donc là, on voit. Alors attendez, moi je n'avais pas vu, mais ok, là il n'y a pas. Ici, on a la version qui apparaît du coup quand on est dans operator. Daloda Radius 2.2 bêta. Donc là, peut-être que si on cherche exploit, on aura des choses qui apparaissent. Radius Multiple Vulnerabilities. Donc ici, on a quoi? On a un CSRF qui permet de changer le mot de passe admin. Mais on ne sait pas trop sur quelle version c'est. Ok. Une injection SQL dans Act IP address quelque chose. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle est la version qui est vulnérable. Ici, ça, on parle de 2013. Alors, je ne sais pas dans quel sens c'est, mais ça doit être 2013 ou 2015. Dans tous les cas, c'est une version très ancienne. Donc, il y a de grandes chances que ce ne soit pas lié à ça. Voilà. C'était en 2013. Il y a des grandes chances que ce ne soit pas ça. On peut quand même tester ce qu'on avait. Avec notre Steve, par exemple, admin. Steve. Administrator Radius. Hop, ok. Là, on est à accès. Intéressant. Donc là, on a réussi à se connecter en tant qu'administrateur. Donc c'était bien administrateur et Radius qui fonctionnait sur l'adresse IP. Ça, on va garder, hein. C'est pas parce qu'on l'a pas utilisé, même ça, c'est pas parce que on l'a pas utilisé qu'on n'y a pas accès. C'était login.php. Donc là, on peut regarder un petit peu configuration. Ok. User settings. Donc là, c'est juste pour configurer des utilisateurs, mais ok. Database setting, ok. Ah, database user, on a Steve. Et database pass, on a testing 1, 2, 3. Ça, on va le garder également. Donc Steve, on l'avait déjà. On va mettre 1, 2, 3 dessus. Donc ça peut nous être utile. On a une nouvelle, en tout cas un nouveau mot de passe. Database tables. Donc là, c'est le nom des tables. Est-ce qu'on a quelque chose comme user password? Node, operators. Operator, on avait vu que c'était, ça pourrait être utile parce qu'on est connecté là-dessus. Donc on garde ça en tête. Est-ce qu'on peut faire par exemple une backup? Est-ce qu'on peut créer une backup justement du Radius? Donc là on a les tables, user group, ce genre de choses. Ici aussi, user info, donc on va récupérer les informations utilisateurs. On peut tenter de faire ça, sauf que apparemment on n'a pas les droits d'accès, donc dommage, on aurait pu tenter. Donc dans la configuration, est-ce qu'on peut exécuter des commandes directement dessus pour administrer à distance? On n'a pas l'impression. Management, on peut gérer des utilisateurs, voir s'il n'y a pas des utilisateurs qui peuvent être présents. On en a un qui s'appelle SVC Mush, et on a son mot de passe. Ok. Si on va dessus, si on fait edit, on a bien son utilisateur, enfin le nom d'utilisateur, on va le noter également. SVC Mush, et son mot de passe, évidemment, il est haché. On ne sait pas en quoi. Check attributes, donc c'est du MD5 apparemment. Okay, on pourrait même remplacer son mot de passe, mais en tout cas, on sait que c'est du MD5. Reply attributes, user info, peut-être qu'on a plus d'informations. Creation dates, ok. Est-ce qu'il y a un groupe, des attributs, des informations? Peut-être qu'on aurait pu mettre son mot de passe en clair. Ok, donc on a ça, on a un nouvel utilisateur. Ok. Maintenant, ici, soit il faut trouver une vulnérabilité là-dessus, mais on a vu qu'il n'y avait pas l'air d'avoir grand-chose. Soit on tente maintenant de se connecter
Donc vous avez vu qu'on avait laissé tourner, il avait trouvé pas mal de choses. Soit on va tenter de se connecter en SSH avec les informations qu'on a. On va déjà tenter de casser ceci en utilisant un outil qui s'appelle Hashcat, qui va justement nous... on va utiliser pour tenter de casser le mot de passe. Donc Hashcat-M0 pour choisir le mode. Si vous ne savez pas, vous allez sur Hashcat Examples, donc la documentation Hashcat, et dessus vous faites un petit CTRL F avec MD5. Et on voit que pour casser des hash en MD5, c'est le hashmode 0, donc -M0. On sait que c'est du MD5 parce que justement, dessus, on nous l'avait directement indiqué. Sinon, si on ne savait pas, on aurait pu aller sur des sites comme TunnelsUp, Hash Analyzer, vous mettez le hash dessus, vous faites Analyze, et derrière il nous dit que c'est soit du MD5, soit du MD4. Donc on peut tester les deux. Si on tente avec du MD4, par exemple, ici, si on ne savait pas que c'était du MD5, on fait un CTRL F MD4, on voit que ça ressemble à peu près à la même chose, et c'est du mode 900. Donc on aurait fait mode 900. Derrière, on précise notre hash. Alors soit on peut le mettre directement dans un fichier TXT, soit on peut directement le passer comme ça, c'est aussi possible. Et derrière, on lui passe la word list qui va contenir ligne par ligne tous les mots qu'il va tenter d'utiliser pour casser ce hash-là. Ici, on peut voir que... ah oui. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois, je crois que dans une autre vidéo aussi que vous allez voir, pour podfile, attendez, hashcat, grep, pot, voilà, c'était podfile disable, à chaque fois j'oublie, podfile disable. Le podfile, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, au début, vu que c'est de l'optimisation, quand on casse un hash sur la machine, il se souvient, il le met dans un fichier qu'on appelle le podfile, ce qui fait que quand on veut retenter de casser les mêmes mots de passe, il relance pas l'outil, il nous dit juste mec, ça a déjà été cassé, du coup utilise simplement show pour montrer tous les hashes que tu as cassés. Mais nous on veut le relancer. Donc là on lance et c'est exhausted. Donc ça veut dire que notre queue, on a fait les 14 millions de tests en littéralement quelques secondes. Ça a duré 3 secondes. Il n'a rien trouvé. Il est arrivé à la fin sans que ce soit trouvé. Donc peut-être que cas, on n'a pas une erreur comme quoi c'était pas le bon hash. Si on tente quelque chose, je sais pas moi, par exemple 10 000, ici il va nous mettre no hashes loaded, parce qu'il n'a pas réussi à charger le hash. Pourquoi? Parce que si on cherche le 10 000, c'est du Django qui n'a pas du tout cette tête là. Du coup, il a tenté de charger ça en étant comme du Django, il n'a pas réussi, donc on a un message d'erreur. En tout cas, avec le MD4, c'est passé, parce que c'est exactement la même tête que le MD5, donc ça aurait pu être le cas, mais il ne l'a pas trouvé. Et si on tente cette fois-ci avec le MD5, donc avec le mode 0, ici on peut voir qu'on a cracked, donc on a bien réussi à craquer le hash, et derrière il nous affiche le texte en clair. Donc, ce hash là qu'on avait, ça correspond à Underwater Friends en clair. Donc ça correspond à ça. Donc le username SVC mush, mot de passe Underwater Friends, et ensuite on va pouvoir tenter de se connecter au SSH. Donc on va tenter avec Steve. Maintenant qu'on a un utilisateur, Steve, utilisateur, on peut tester Steve. Ok, il passe pas. On va pouvoir tenter quoi? On va pouvoir tenter testing 1, 2, 3 au niveau de la base de données. Voir si ça passe. Si ça passe pas, qu'est-ce qu'on pourrait tenter? On pourrait tenter aussi Radius, tout bêtement. C'est pas passé. On pourrait tenter pas mal de choses. Puis après, on va tenter évidemment SVC Mosh, avec tous les mots de passe qu'on a également. Donc on va tenter de se reconnecter, mais cette fois-ci avec SVC Mosh. Donc mot de passe, on va essayer tout bêtement Underwater Friends. Ici, hop. On lance et ok, on a réussi à se connecter. Donc ID, on est bien connecté en tant que SVC Mosh avec l'utilisateur UID 1002. Et normalement, on peut récupérer le contenu de user.txt pour obtenir le flag user. Donc là, maintenant, on a un pied sur la machine. Maintenant, on doit passer route. On peut énumérer un petit peu les utilisateurs qui sont présents sur la machine en allant voir le fichier utc.wd. On peut voir qu'on a notre fameux route sur lequel on veut finir utilisateur en tout cas. Et en fait, on n'en a qu'un seul qui s'appelle SVC Mosh qui a l'ID 1002.
Donc on pourrait croire qu'il y a d'autres utilisateurs avant, parce que normalement ça commence à 1000, 1000, 1001, 1002, ainsi de suite. Sauf qu'à mon avis, lors de la création de la machine, il y a deux autres utilisateurs qui ont été créés, le 1000 et le 1001, mais ils ont été supprimés ensuite. Et du coup, c'est SVCMosh qui a été créé. Ce qui fait que lui a pris l'ID ensuite, enfin, qui font une fois qu'on l'a incrémenté, c'était à 1002. Mais il n'y a pas d'autres utilisateurs avant, en tout cas, sur lesquels on peut aller. Donc on va refaire comme à chaque fois l'énumération de base. Alors, on pourrait utiliser linpiz pour tenter de faire l'énumération de la machine. Mais on va essayer de le faire un petit peu manuellement au début. On va regarder s'il y a des bits SUID qui sont présents. On va rediriger vers dev nul pour pas qu'on ait le message d'erreur. Les bits SUID, ce sont des binaires avec des droits spéciaux qui permettent en fait d'être exécutés en tant que les droits du propriétaire du fichier. Donc ici, si on regarde, on a les choses de base qui apparaissent comme tout le temps. fusermount, sudo, su, ok, umount, bon, rien d'anormal ici. Si on regarde un petit peu à quoi ça correspond, un ls-la dessus, on peut voir que lui déjà la couleur change. Et on peut voir qu'ici on a un petit S. Le petit S à la place du X, qui signifie que du coup on a un bit SUID qui est positionné. Ce qui veut dire que n'importe qui exécute user bin passwd va l'exécuter en tant que propriétaire du fichier. Propriétaire du fichier c'est root. Du coup, si moi j'exécute simplement ça, je vais l'exécuter en tant que root. Alors derrière, évidemment, dans ce binaire là, au niveau du code, il y a des protections qui font en sorte qu'on ne peut pas modifier le password de n'importe qui. Mais en tout cas, on a les droits suffisants pour modifier le mot de passe de notre propre utilisateur. Ok, donc là, rien d'anormal, donc on n'a pas l'impression d'être ici. Si je refais un petit ls-là, est-ce que j'ai des choses précises? On a un .ssh, peut-être qu'on a des clés dedans. IDEA, ok, donc on a une clé privée. On pourrait tenter de se connecter avec. Bon, on est déjà connecté en tant que SVCMosh, donc se reconnecter en tant que lui, ça a peu d'intérêt. Mais peut-être qu'on pourrait, je sais pas moi, casser cette clé pour récupérer le hash, enfin en tout cas le mot de passe qui a été utilisé pour protéger cette clé, et le mot de passe il va être réutilisé pour passer route. Il y a des choses comme ça qu'on pourrait envisager, c'est pas le cas ici. On va continuer notre énumération, sudo-l. Et ici, truc intéressant, c'est que apparemment, on va pouvoir exécuter en tant que n'importe qui, donc potentiellement en tant que root, sans avoir besoin de spécifier de mot de passe. Bon, après ici on s'en fout parce qu'on connaît le mot de passe. Cette commande suivante, user bin mosh server. Ok, donc ça a l'air d'être le serveur de quelque chose. Si je fais juste mosh server, qu'est-ce qu'on a? On a un mosh connect sur le 60001, le port. On a un truc encodé en base 64, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc mosh server, on est en version 1.3.2, ça peut être utile, peut-être qu'il y a une CVE associée à ça. Copyright, donc MIT, ok, on s'en fout. Et derrière, ça a été détaché, voilà. Bon. Si on le relance, on peut voir que ici, à chaque fois, le port, en tout cas ce qui a l'air d'être un port, est incrémenté. Et la chaîne de caractères derrière est régénérée, en tout cas elle est différente. Okay. Si je veux voir un petit peu les options LED, qu'est-ce qu'on a? On a mosh server, usage, donc new, et derrière on peut préciser différentes options. Et une commande. Donc ça peut être intéressant, ça veut dire que potentiellement on peut exécuter des commandes. Bon, ok. Si je vais chercher sur Google un petit peu à quoi ça correspond, on va fermer tout ça. Hop, 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 hop. Donc par exemple, mosh server, manual, pour voir à quoi ça correspond. Donc mosh server, ok. Donc en fait, mosh server, donc ça se bind sur un port UDP. Et ça crée une connexion donc sur un port entre 60 000 et 61 000. Ok. Et en fait, si on regarde un petit peu plus en détail, c'est une sorte de SSH mais over UDP. Donc ça va se baser sur SSH mais via le protocole UDP. Donc on peut bind local interface, une adresse IP, un port. Donc nous on va tout laisser par défaut parce que ça n'a pas trop d'importance. Et derrière on peut voir que effectivement il y a ça qui apparaît. Mais on n'a pas plus d'informations. Ok. Donc mosh server. Donc si on a le serveur qui se lance, il faut savoir derrière comment on peut se connecter avec un client. Donc peut-être que sur le mosh server, on va avoir un mosh client. En tout cas, le mosh server, on sait que ici, avec le sudo, on peut le lancer en route. Donc ça veut dire que si on lance une socket, enfin, en tout cas on ouvre une socket, enfin on bind un port, pardon, par exemple 60001
en tant que root sur la machine. Si on peut se connecter sur ce port, bah, ça veut peut-être dire qu'on peut se connecter en tant que root et derrière exécuter des commandes. Donc si on regarde un petit peu Mosh Client, donc on a un mosh.org, change IP, ok, manuel, donc Mosh Client, technical info, comment ça fonctionne, donc ça peut être intéressant. Dans le terminal, comment ça fonctionne, prompt, donc ça on s'en fout un petit peu, escape, local echo, ok, frequently asked questions, donc c'est un autre protocole de connexion à distance de terminal. Mosh remote host, donc là c'est si on a des erreurs, ça ne nous intéresse pas. Mais comment on se connecte? Nous on aimerait savoir comment on se connecte. Donc si on descend un petit peu, je sais plus où c'est que j'avais vu ça. Voilà. Comment je lance le client et le serveur séparément? Donc au début, on lance le serveur va nous donner ces informations-là. Et ils nous disent ensuite, sur l'hôte local, qu'est-ce qu'on va faire? On va se connecter avec Moshkey. Ils nous disent que la clé, en gros, c'est ce qui a été montré à l'écran par le serveur. Donc en fait, cette partie-là, ça c'est en fait la clé qui va nous permettre de nous connecter, une sorte de mot de passe pour nous connecter au serveur. Sur le port distant, donc on doit préciser l'adresse IP distante, le port distant. Donc nous ici, vu qu'on peut le faire en local, on s'en fout. On n'est pas obligé de le faire à distance, je crois. Et on précise Moshkey en tant que une clé, en tout cas un paramètre, une variable d'environnement. Donc on va garder ça en tête. Je peux essayer de le faire à distance, hein, si on veut. Donc remote port, ce sera par exemple 60 001. Alors, à changer en fonction de ce qui va être affiché. Remote IP, ça va être 10, 10, 11, 48, l'adresse IP justement de ça, de mon serveur Mosh. Donc Mosh Client, on laisse, et la clé, on va devoir la modifier. Alors, on relance ça en tant que sudo. Donc on est en 60 001. On récupère ceci. Hop, Mosh Client sur l'adresse présente. Et là, ok, apparemment ça a fonctionné. Et ben, on est root. ID, root, hostname. Je suis bien. Alors hostname c'est pas présent. Uname peut-être. Uname-A. Bien sûr, Linux Underpass, la même version qu'on avait, et je suis bête, mais en fait j'ai juste à faire un ls là. Là je suis dans mon root, et j'ai bien accès à mon flag. Donc on a terminé la machine, on a réussi à se connecter sur le serveur distant, avec simplement une connexion comme c'était du SSH en tant que root. Pourquoi ici on est connecté en tant que root? Parce qu'on l'a lancé en tant que sudo. Si ici je quitte, alors il va falloir que du coup je change la clé parce que je vais régénérer, ça va être différent. Si je relance, mais sans mettre un sudo, ici je suis en 60 001 toujours, je mets la clé, je me connecte, mais je suis en tant que l'utilisateur qui a lancé la commande, donc simplement svcmosh, et j'ai pas de droit supplémentaire, je peux pas aller dans le root. Pareil, moi j'ai eu des soucis quand j'ai fait au début. Au début, j'utilisais pas Mosh client, j'utilisais uniquement Mosh, parce que Mosh existe également. Si on met juste Mosh pour tenter de se connecter, alors évidemment, hop, il va falloir remodifier ça encore. On relance, mais en tant que sudo. Donc là, on a à nouveau, encore une fois, une nouvelle clé qui est générée. Si je me connecte uniquement avec ça, normalement c'est bon. Sauf qu'on voit que là, il me demande un mot de passe. Ah, il me demande un mot de passe, pourtant, ça c'est lancé, ça c'était bon. Mais le mot de passe, moi, pour le root, je l'ai pas en fait. Donc ça pose problème. J'avais tenté aussi, alors des fois ça passait, je sais pas pour quelle raison, mais parfois ça passait, mais juste ça me redéconnectait instantanément. Donc il faut bien utiliser Mosh Client pour pouvoir se connecter. Et on a terminé cette machine. Encore une fois, j'espère que vous aurez appris des choses. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine, bye bye.